la première priorité, à mon avis, au niveau politique, c'est de restaurer vraiment le dialogue et la confiance des Sénégalais envers les institutions. C'est fondamental. Quand un peuple n'a plus confiance en ses institutions, ça ne sert à rien d'avancer parce que c'est le socle même de la démocratie, c'est le socle de la stabilité. Il faut que les gens acceptent, comme ils ont accepté de déléguer une partie de leur pouvoir, de leurs prérogatives, de leur liberté, de leurs droits à un État, il faut qu'ils aient confiance donc, à cet État. Si ce n'est pas le cas, je pense que nous conviendrons tous qu'il y a un problème. Ensuite, il y a une preuve de dépassement, à mon avis, à avoir entre l'opposition et le pouvoir. Et pourquoi? Pour retrouver ce dialogue permanent, ce dialogue qui doit être justement permanent et concret. C'est-à-dire que le dialogue au Sénégal, les partis politiques depuis 2, 3 décennies, c'est surtout à l'occasion des scrutins. Mais le dialogue entre l'opposition et le pouvoir doit être permanent de tous les jours, même sans les élections. C'est ça qui fait vivre la démocratie, c'est ça qui assure la stabilité des pays. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose qu'il faudra, bien évidemment, en tout cas, travailler. Le dernier point, si vous le permettez, c'est une plus grande attention aux revendications et aux aspirations de la jeunesse. Nous sommes un pays comme la plus grande partie des pays africains où la grande majorité de la population, 65-70%, est jeune. Et donc, ces jeunes ont une certaine aspiration, une certaine volonté, ont une vision de comment ils veulent construire le pays, ont une certaine vision de la politique et de leur implication dans le système politique. Et cela, jusqu'à présent, je pense que les acteurs politiques ne l'ont pas encore suffisamment pris en compte. Et ça amène les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes se sentent marginalisés, pas écoutés, pas représentés, et c'est problématique. Je pense que si on arrive à régler ces priorités-là de dialogue, d'implication des jeunes, de respect et de confiance envers les institutions, je pense qu'on peut retrouver notre image et notre place, en tout cas dans les pays cités comme exemple en matière de démocratie et de stabilité en Afrique. S'il y a une chose très importante aujourd'hui envers la jeunesse, c'est le chômage et c'est l'éducation. Quand je parle d'éducation, j'englobe donc le point que vous avez soulevé, c'est l'enseignement supérieur. Vous savez, quand vous avez une jeunesse qui n'a plus d'espoir, ou bien dont l'espoir s'amenuise de jour en jour, c'est extrêmement difficile de le mobiliser. Mais malgré tout, quand vous avez une jeunesse qui vous dit clairement qu'elle veut apprendre, qu'elle veut étudier, qu'elle veut que les universités soient ouvertes, c'est un discours à tenir en compte, quelles que soient d'ailleurs les considérations politiques ou de sécurité. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Sur l'exemple que vous citez, sur la fermeture des universités, je pense personnellement, en tant qu'enseignant, qu'il faut réouvrir les universités, que c'est un moyen d'occuper les jeunes, de baisser la tension politique et sociale qu'il y a actuellement dans le pays, et de répondre justement à leurs attentes, parce que c'est peut-être un des seuls canaux sur lesquels les jeunes peuvent se reposer aujourd'hui, donc l'éducation et l'enseignement supérieur. Et donc, il faut non seulement écouter cela et faire de l'éducation un axe prioritaire. On le dit souvent dans les discours, etc. On parle souvent d'investissement ou en tout cas de la part de l'éducation dans les pays, etc. Mais c'est plus profond que ça. Il faut revoir l'ensemble du système éducatif sénégalais, du primaire à l'université, de la formation continue à la formation professionnelle. Il faut qu'on ait des discussions sur ce point-là. On a des enseignants de qualité, on a des étudiants qui veulent de qualité, qui veulent acquérir des connaissances, mais si on ne fait pas attention également, ce système-là qui est en train de se dégrader va participer justement de manière très active à la dégradation de l'environnement politique et social. Et ce n'est bénéfique pour personne. Et ça va au-delà de l'éducation. S'il y a d'autres défis ou d'autres priorités, là, présentement, par exemple, vous avez la question de l'inflation. C'est peut-être la deuxième bombe à retardement au niveau du pays aujourd'hui. L'inflation galopante au Sénégal. Les prix ont explosé en une année ou deux de manière extraordinaire. On peut concevoir que les raisons soient dues au bouleversement qu'il y a dans le monde, la guerre en Ukraine, la récente le conflit israélo-palestinien, etc. Mais c'est à l'État d'apporter des réponses par rapport à cette inflation-là. C'est à l'État également d'apporter des politiques durables en matière d'inflation, en matière de consommation pour les populations. L'autre point, à part l'éducation, à part l'inflation,
Un autre point de défi important, à mon avis, c'est justement la jeunesse et l'immigration. Vous savez, à un moment, le Sénégal était un pays, dans l'immigration notamment clandestine, pour ne pas citer le mot, vous avez trois types de pays. Vous avez les pays de départ, des pays de transit et les pays d'arrivée. Le Sénégal, à un moment donné, était davantage un pays de transit. Mais depuis quelques décennies, nous sommes à la fois un pays de transit et un pays de départ. Et ça doit interpeller les autorités, ça doit interpeller les décideurs. Et qui partent, ce sont globalement des jeunes. Et maintenant, on a vu même des femmes et des enfants. C'est quelque chose qui doit interpeller également sur les politiques ou la politique dédiée à la jeunesse. Et je pense que si on s'est transformé en pays de départ plus qu'en pays de transit, c'est qu'on a échoué quelque part. Maintenant, c'est à nous de faire le bilan, de voir qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes, de les écouter, parce qu'on ne peut pas proposer à quelqu'un sans l'écouter, d'écouter davantage les jeunes. Mis à part la priorité que doit accorder en tout cas le gouvernement ou l'État du Sénégal en général à la jeunesse et aux questions d'immigration, de chômage, les questions relatives notamment à la santé également sont quelque chose d'extrêmement important pour le pays. Nous devons revoir notre plateau médical, nous devons revoir la manière et les moyens que nous allons à la formation du corps médical, des aides-infirmiers aux infirmiers, aux médecins, en tout cas tous les acteurs, les services sociaux, tous les acteurs impliqués dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, plus largement, leur formation doit être revue. Je dis cela parce que si vous demandez aux Sénégalais, ils se plaignent souvent de l'accueil réservé dans les hôpitaux ou dans les dispensaires, etc. Donc, cela ne demande pas de grands moyens, mais demande une formation en matière d'éthique et de bonne gestion, de bonne gouvernance, en tout cas, des hôpitaux. Un autre point, donc la santé, l'éducation, l'inflation, les jeunes et l'immigration. Et le dernier point, à mon avis, sur lequel les différents candidats ou les décideurs futurs de ce pays doivent avoir une attention, c'est la présence de l'État et le domaine de la sécurité. Ça veut dire que l'État sénégalais doit faire de telle sorte qu'il doit être présent sur l'ensemble de l'étendue du territoire sénégalais. Ce n'est pas seulement mettre de la police ou de la gendarmerie, c'est des écoles, c'est des hôpitaux, c'est de l'administration, c'est des mairies, etc. Et un État présent engendre un sentiment d'appartenance, un sentiment de citoyenneté, un sentiment également de patriotisme des populations. Moins l'État est présent, moins les gens se reconnaissent par rapport à cet État-là. Et donc, sont également amenés à faire moins d'efforts par rapport à cet État-là. Et cela est lié également à la question de la sécurité. La sécurité, je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourra discuter par ailleurs, mais la sécurité, que ce soit à l'intérieur ou à nos frontières, est également liée également à cette présence effective de l'État dans les différentes zones du pays. Fondamentalement, la première réflexion, à mon avis, sur cela, c'est effectivement d'accepter d'abord, parce qu'avant de régler un problème, il faut d'abord l'accepter, accepter que notre système politique, en général institutionnel, ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et ce système politique, justement, est, comme nous le savons tous, un système présidentialiste. Et donc, pour moi, la première réflexion, c'est de faire un bilan depuis les années 60, depuis notre sortie de la Confédération du Mali, etc., depuis qu'on a instauré donc le système présidentiel au Sénégal, de faire un bilan, un état des lieux du système présidentiel sénégalais. Quels sont les fondements de ce système-là? Qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? Pour ensuite dégager des pistes de réflexion et, s'il y a besoin de réformer, de le faire. Je n'appelle pas n'est-ce pas, à un changement pour un parlementarisme, mais juste le fait de réfléchir à cela peut nous aider. Ce système présidentiel-là, à mon avis, actuel au Sénégal, a quelques défauts, quelques lacunes. Premièrement, c'est l'hyperprésidentialisme. Le président de la République au Sénégal est au cœur de tout, de la politique nationale comme de la politique étrangère. Il est même celui qui décide de la date à laquelle on va organiser les élections. On ne peut plus continuer comme ça. On parle du système présidentiel avec trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, mais les deux autres, que sont le législatif et le judiciaire, ont une certaine dépendance par rapport au présidentiel. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est pratiquement dans beaucoup de pays africains, mais également dans des pays qui sont hors d'Afrique. En Amérique latine, on a la même problématique, et dans certains pays européens également.
même qui sont même de grande puissance, mais cette question du président hyper présent, justement, est fondamentale. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir pour avoir un plus grand équilibre entre les pouvoirs. Deuxième lacune, c'est le Parlement, qui justement n'a pas la grande autonomie qu'il doit avoir par rapport justement à l'exécutif. Le Parlement est encore dépendant du président. On a vu au Sénégal, on a entendu tous des députés qui disent que nous sommes des députés du président et non des députés du peuple. Ça veut tout dire. C'est un système qu'on a mis en place, qu'on a laissé faire depuis des décennies, et également qui a donc des conséquences sur le fonctionnement du Parlement, des commissions, etc. Et ça doit nous interpeller. Troisième lacune, c'est l'autonomie du système judiciaire, le troisième pouvoir. Le système judiciaire au Sénégal aujourd'hui est également dépendant, les degrés variants, du président de la République, du système exécutif. Et ça également, ça pose problème. Parce qu'il doit être à équidistance non seulement entre le pouvoir et l'opposition, mais également à équidistance entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. De telle sorte que les Sénégalais, le citoyen sénégalais, se reconnaîtra à travers ce système judiciaire-là, cette justice-là, quelle que soit son appartenance politique. Et aujourd'hui, au Sénégal, force est de constater que le système judiciaire, notre justice, a encore une dépendance, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, par rapport à l'exécutif. Le dernier point, et qui me semble la lacune peut-être la plus importante au-delà de ces lacunes institutionnelles, c'est l'indifférence que les Sénégalais ont par rapport aux institutions. Quand vous avez une population qui est indifférente au fonctionnement des institutions, vous avez atteint le fond. C'est-à-dire que les gens vivent leur vie sans se soucier de comment fonctionnent les institutions, quels sont leurs droits et devoirs par rapport à ces institutions, quels sont leurs engagements par rapport à ces institutions. Et donc cette indifférence-là également est problématique parce qu'elle détermine justement l'engagement ou pas des citoyens dans le domaine politique, dans le domaine social, etc. La question sécuritaire, elle est d'une extrême importance, comme vous le dites, pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans un environnement international où la sécurité est encore une fois au cœur des débats. Donc, nous ne pouvons pas évoluer en vase clos par rapport à ce système international. Nous sommes affectés par la guerre en Ukraine, nous sommes affectés par le conflit israélo-palestinien, nous sommes affectés par les tensions entre les États-Unis et la Chine, etc., etc. Nous sommes affectés par les menaces terroristes en Europe, etc. Le deuxième aspect, c'est au niveau maintenant de notre région, de notre continent, de notre sous-région, plus précisément. Là également, nous sommes affectés. Et donc, notre réflexion ne doit pas se limiter seulement au Sénégal, mais doit avoir une vision beaucoup plus globale. Mais là également, où je veux attirer l'attention, ou en tout cas où je veux insister, c'est que nos décideurs, à mon avis, doivent fondamentalement, avant toute chose, comprendre le caractère multidimensionnel de la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité aujourd'hui, c'est plus seulement une question militaire ou de l'armée ou des forces de sécurité et de défense. Non. On a aujourd'hui la question sécuritaire qui est liée aux questions environnementales, qui est liée aux questions d'immigration, qui est liée aux questions de pauvreté et d'inégalité, qui est liée aux questions de chômage, de la place des jeunes. La sécurité, donc, ce n'est pas seulement l'affaire des militaires, c'est l'affaire de tous et elle est en connexion avec l'ensemble des autres domaines qui intéressent le pays. Et donc, pour ça, ça doit vraiment guider la réflexion, le caractère multidimensionnel vraiment de la sécurité aujourd'hui. Et donc, pour régler cela, en tout cas, pour tenter d'apporter des solutions, il faut, à mon avis, jouer sur deux tableaux. Le premier tableau, et ces tableaux vont communiquer bien évidemment entre eux, le premier tableau, c'est le niveau interne. Au niveau interne, au niveau national, l'État doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'arranger de telle sorte que l'État doit être présent sur l'étendue du territoire. Un État présent aux confins du Sénégal, à la frontière avec le Mali, c'est un État qui peut demander et qui peut être sollicité par ses citoyens. Et un citoyen qui voit l'État à ses côtés est un citoyen engagé par définition. Ensuite, il y a la relation qu'il faut consolider entre justement ces citoyens et les forces de sécurité et de défense. Depuis quelques décennies en Afrique, ou depuis toujours, on peut le dire, les citoyens ont un certain regard par rapport aux militaires, par rapport à la police, à la gendarmerie, aux différentes forces de sécurité et de défense. Il faut faire de telle sorte que le citoyen voit
voit le gendarme ou le policier ou le militaire, en tout cas une personne de ces forces-là, comme un allié et comme quelqu'un qui est là pour ses intérêts. Et que la personne ou en tout cas les forces de sécurité et de défense voient également les citoyens comme le reflet de leurs propres ambitions et de leurs propres objectifs et de leur engagement, tout simplement. Tant que vous n'avez pas cela, vous aurez souvent ce regard mitigé, voire de crainte, voire d'opposition entre les citoyens et les forces de sécurité et de défense. Et cela peut nuire, en tout cas, à notre objectif d'assurer une certaine sécurité. Donc ça, c'est au niveau interne. Je mets, dans ça, je mets les différents défis qu'il y a à assurer la sûreté intérieure, le rôle de la police. Aujourd'hui, le Sénégal, à Dakar, par exemple, dans les grandes villes, on a de grandes menaces par rapport aux personnes, des agressions, etc. Donc ça, j'englobe cela dans cette perspective. Et au niveau externe, cette fois-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, là également, c'est un niveau où vous avez donc une vision globale que l'on doit avoir de la sécurité internationale, de la sécurité multidimensionnelle, et une vision, je dirais, peut-être régionale ou sous-régionale. Et là, ça demande une plus grande implication, une plus grande coopération avec les pays voisins. D'abord, notre sphère d'influence proche, Mali, Mauritanie, Gambie, les deux Guinées, etc. Et ensuite, l'étendre à l'espace CEDEAO avant, n'est-ce pas, d'arriver à l'espace continental. Si nous n'arrivons pas à gérer la question sécuritaire à nos frontières de manière coordonnée ou avec les autres États dans un cadre de coopération très clair, avec des objectifs faisables, nous n'y arrivons pas et nous n'aurons pas la sécurité intérieure. Tout cela donc doit être pris en considération et le Sénégal ne doit pas se sentir isolé par rapport à ces menaces-là. Comme vous le dites, les pays côtiers, comme le nôtre, sont aujourd'hui en grande difficulté, ou en tout cas menacés par rapport à ces enjeux. Comme tout citoyen, mais davantage comme quelqu'un concerné par cela, comme ancien chercheur, je pense que ce qui va donner le ton du scrutin, ce sera la campagne. Donc, la manière dont les acteurs politiques vont s'approprier la campagne, dont le déroulement de la campagne, va, à mon avis, marquer le ton du scrutin au premier tour, au second tour, s'il y en a. Et donc, je pense que le premier appel ou les premières recommandations, c'est demander à l'État de mettre tout en œuvre pour que la campagne électorale se passe bien, que les candidats, quelle que soit leur appartenance politique ou leur vote politique, puissent se déplacer librement et en sécurité au sein du territoire, comme ça a été globalement, même s'il y a quelques accrochages tout au long de notre histoire, mais les campagnes électorales au Sénégal ont eu leur lot de violence, mais globalement, on sait faire des campagnes électorales. Donc, il faut que l'on améliore justement cette situation. Donc, le déroulement de la campagne électorale, à mon avis, est quelque chose de très important. Ensuite, une autre recommandation, c'est de mettre en place tout ce qu'il faudra pour respecter les droits et les devoirs des citoyens, donc des citoyens sénégalais, lors de ce scrutin, lors de cette campagne électorale. Et de respecter également le droit et les devoirs et libertés des candidats, quelle que soit leur appartenance politique, que ce soit l'opposition comme le pouvoir. Vous savez, quand les gens ont confiance que, ou en tout cas prennent conscience que leur campagne électorale ou leur parti politique ou leur candidat a une marge de manœuvre, qu'il n'est pas brutalisé, qu'il ne fait pas face à une violence, une certaine marginalisation, ça apaise les tensions et les gens sont davantage concernés par la chose politique. Je pense qu'il faut véritablement avoir un regard là-dessus. Une autre recommandation, c'est dans les discours et les postures des différents candidats lors de la campagne et lors du scrutin. On doit avoir un sens de la mesure, un sens de la responsabilité quand on est un candidat, parce qu'on aspire à diriger le pays. Et donc, il y a des discours et des postures politiques qu'un candidat, une candidate, en l'occurrence, ne doit pas avoir, à mon avis. Et donc, tous les candidats ont le droit de s'opposer, d'avoir des idées qui sont contraires, de proposer des projets différents aux Sénégalais, mais tout cela dans le respect, dans l'équité, n'est-ce pas, dans le respect également d'une certaine morale, c'est pas tabou, il y a une certaine morale également politique à respecter. Et je pense que ça peut aider non seulement les différents acteurs politiques, mais les citoyens dans leur
dans leurs différents choix. Et enfin, il faut que dans un pays comme le Sénégal, lors du scrutin notamment, que les citoyens sénégalais puissent se déplacer avant et après le scrutin. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on est dans un pays où beaucoup de citoyens vont être amenés à se déplacer dans leur village ou leur ville hors de Dakar pour aller voter. Et ce n'est pas tout le temps évident. Et donc, c'est à l'État d'assurer également cela pour donner toutes les conditions nécessaires pour que les gens puissent aller voter tranquillement dans leur village ou dans leur ville. Ceux qui vont rester à Dakar, ceux qui doivent sortir, que cela ne soit pas problématique ou que cela ne pose pas de problème.